when Cuba's free, I get the first hotel. Is that true? We have some very good plans for Cuba. I think, we have to get rid of the regime. And speaking of Cuba, after many, many decades, it's coming our way. Le président américain semble obsédé par Cuba et il parle de plus en plus ouvertement de prendre l'île. Cet État communiste est situé à seulement 145 km des côtes américaines et traverse aujourd'hui la pire crise de son histoire récente. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et la capture de Nicolás Maduro au Venezuela, tout semble s'être accéléré. L'économie cubaine est au bord de l'effondrement et Washington multiplie les pressions contre le régime cubain. Alors Donald Trump veut-il simplement profiter d'un pouvoir déjà fragilisé? Pourquoi maintenant? Et jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller? On décrypte tout ça. Cuba is ready to fall. Yes. Cuba looks like it's ready to fall. No quisiera ver ni en un laboratorio lo que sería una agresión a Cuba por parte de los Estados Unidos. El presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Algo tiene que pasar, porque así no podemos seguir viviendo, porque no estamos muriendo de hambre. Pour comprendre pourquoi Cuba traverse aujourd'hui la pire crise de son histoire récente, il faut remonter un peu dans le temps. En 1898, les États-Unis interviennent dans la guerre hispano-américaine et prennent le contrôle de Cuba jusqu'à son indépendance en 1902. Pendant des décennies, Washington considère l'île comme faisant partie de sa sphère d'influence. Mais tout bascule en 1959. Fidel Castro et Che Guevara renversent le régime de Fulgencio Batista qui était soutenu par les Américains. En pleine guerre froide, Cuba rejoint le camp communiste. Une révolution qui inquiète fortement Washington. Rappelons que l'île se trouve à seulement 145 km de ses côtes, au cœur des Caraïbes et sur des routes maritimes stratégiques. It also really went against a very long-standing historical tradition and perception, if you will, of Cuba as being close to the United States. The first was the politics, the threat of the Soviet Union having an outpost so close to the United States. Fidel Castro met alors en place un régime communiste à parti unique, avec une économie centralisée et un contrôle étroit de la société. Un modèle qui promet un accès égal à la santé, à l'éducation, à la nourriture ou encore à l'énergie. They were told in schools and everything, todos somos iguales. Everybody's equal. But that wasn't even true in the 70s and the 80s. I mean, in the 70s and the 80s, if you were part of the high political elite, if you were part of the Castro dynasty, but beyond that, if you were part of the high elite of the Ministry of the Interior, the Ministry of the Armed Forces, the Council of State, the Communist Party, you got things that nobody else got. Derrière ces promesses, les inégalités se creusent entre une grande partie de la population et une minorité qui parvient à contourner le système grâce au marché parallèle et au soutien de la diaspora. La situation se complique encore lorsque les États-Unis imposent en 1961 un embargo économique contre l'île, toujours en vigueur aujourd'hui. What it meant was basically it prohibited U.S. firms from doing business with the Cuban government. That includes investments, financial transactions, as well as commerce, imports and exports. Pendant longtemps pourtant, Cuba tient grâce à l'aide de l'URSS et du Venezuela. À partir de 1999, le président vénézuélien Hugo Chavez fournit près de 100 000 barils de pétrole par jour à l'île, qui dépend largement des importations pour son énergie. Cuba does produce about 40% of its own oil and its own energy needs through solar parks and other means, but 60% comes from abroad, and it always has. Mais après la chute de l'URSS, Cuba traverse une grave crise économique souvent comparée à celle d'aujourd'hui. 30 ans plus tard, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche marque un nouveau durcissement. Washington multiplie les sanctions, isole davantage le régime cubain et cherche à couper ses derniers soutiens économiques. Et vous vous rappelez sûrement de ces images de janvier 2026. Le président vénézuélien Nicolás Maduro est capturé lors d'une opération américaine. It actually was January 9th, after the extraction of Nicolás Maduro. The U.S. basically said to the interim government, now clearly under the thumb of the United States, saying, cut off all the oil being shipped to Cuba. Résultat, les livraisons de pétrole vers Cuba s'arrêtent brutalement. À part un navire russe arrivé en mars 2026, l'île ne reçoit pratiquement plus de carburant.
blockade basically came upon an economy that was already struggling to deliver food, produce enough. Most of its food is imported, most of its medicines are imported. Déjà fragilisée, l'économie cubaine bascule. L'embargo américain y contribue, mais il n'explique pas tout. Le modèle économique castriste est largement en cause. Forte centralisation, dépendance aux importations et réformes trop longtemps repoussées conduisent à l'impasse. El país está viviendo un momento difícil y nosotros que somos los de a pie, como decimos, somos los que más lo sufrimos. Les pénuries de carburant, de médicaments et de produits de première nécessité paralysent désormais le pays. Les coupures d'électricité plongent les Cubains dans le noir pendant des heures, les hôpitaux tournent au ralenti, les déchets s'accumulent dans les rues et le pouvoir d'achat s'est effondré. Aujourd'hui, un simple repas peut coûter l'équivalent d'un salaire mensuel. Ceux qui peuvent encore se le permettre se tournent vers le marché noir pour trouver les produits devenus introuvables dans les magasins d'État. Face à cette crise, la Havane tente malgré tout de reprendre la main. Le gouvernement annonce fin juin 2026 un vaste plan de 176 réformes économiques. Ouverture aux banques privées, possibilité pour des investisseurs privés d'entrer au capital de certaines entreprises publiques et fin progressive de plusieurs monopoles d'État. Le pouvoir assure qu'il s'agit d'une décision souveraine, mais pour de nombreux observateurs, ces annonces viseraient surtout à convaincre Washington d'alléger la pression. Ces mesures, c'est plutôt une garantie adressée notamment aux États-Unis pour que ces derniers desserrent les taux, entre autres, mais c'est aussi une garantie, c'est pour le régime une manière d'assurer sa stabilité et de s'assurer de rester en place dans cette transition-là qui va finalement être contrôlée. Les Nations Unies estiment que Cuba est désormais au bord de la crise humanitaire. L'île est plus fragile qu'elle ne l'a été depuis des décennies. Même Donald Trump le reconnaît. Cuba's a disaster. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que le président décide de remettre l'île au centre de ses priorités. Mais alors, pourquoi ? Les intérêts de Trump, c'est d'abord une stratégie de puissance hémisphérique, réactiver cette doctrine d'Onroe, reprendre le contrôle, mais ça à l'échelle de toute l'Amérique latine, en soutenant des gouvernements plutôt d'extrême droite. Et Cuba, ça reste un peu le caillou dans la chaussure, le régime communiste a quelques encablures. La première raison est donc avant tout idéologique. Historiquement parlant, l'objectif des administrations américaines successives était avant tout de s'assurer du soutien politique des Cubains ayant fui le régime pour s'installer aux États-Unis. We are here today to honor the Cubans and Cuban Americans who strengthen America with their character and with their enterprise. But I'm appealing to the young people of Cuba who will lift something up, build something new. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano. Et puis, il y a le discours de Donald Trump. But for 50 years I've been hearing, as a little boy, I'd be hearing about Cuba. Cuba's a disaster. But I've been hearing so much about Cuba, but Cuba's in its last moments of life. S'il devait mettre ses déclarations à exécution, on se souviendrait donc de lui comme du président qui a radicalement transformé l'avenir de Cuba. For Donald Trump, this 67 years means that it would be a legacy for him if he could create this change. Mais cette question est aussi très politique. D'abord, les élections de mi-mandat approchent aux États-Unis, une échéance électorale importante pour Donald Trump dont la popularité s'est effondrée dans les sondages ces derniers mois. Il avait promis la paix, mais le conflit déclenché avec l'Iran l'a rendu de plus en plus impopulaire. Ensuite, les États-Unis comptent aujourd'hui près de 2,5 millions de personnes d'origine cubaine, dont une très grande partie vit en Floride. Depuis la révolution de 1959, plus de 2 millions de Cubains ont quitté l'île, faisant de cette diaspora l'une des plus influentes du pays. Une partie importante de cette communauté reste très opposée au régime de la Havane et pèse fortement dans la politique de la Floride, un État décisif lors de l'élection présidentielle américaine. Cette communauté est incarnée au sein de l'administration Trump par le secrétaire d'État Marco Rubio. Marco Rubio, il représente toute une communauté en Floride d'exilés cubains qui sont très opposés à la normalisation des relations avec le régime. Né en Floride de parents cubains, exilé avant la Révolution, Marco Rubio a grandi à Miami, au cœur de la communauté cubano-américaine, et il a construit une grande partie de sa carrière politique sur le dossier cubain.
The future of Cuba belongs to the people of Cuba in terms of how they're governed, what the system looks like, and so forth. But the national security threat, that's 100% something we're going to focus on because that's about America. Si Donald Trump et Marco Rubio défendent tous les deux une ligne dure, leurs motivations ne sont pourtant pas tout à fait les mêmes. Rubio cherche depuis longtemps à provoquer la chute du régime communiste. Mais Donald Trump, lui, voit surtout Cuba comme un enjeu stratégique pour les intérêts américains, et ces intérêts dépassent largement la politique. Donald Trump is not interested in anything that doesn't make money for him. D'un autre côté, il y a aussi le mania de l'immobilier auquel on peut penser en la personne de Donald Trump, qui avait d'ailleurs, d'une manière absolument cynique, marketé une Riviera à Gaza, une Riviera Trump à Gaza. Bon, Cuba, c'est historiquement la Riviera des États-Unis. Avant la Révolution, les Américains venaient y passer leurs vacances, investir dans les hôtels, les casinos ou l'immobilier. Donald Trump lui-même a déjà déclaré en 1999 « When Cuba's free, I get the first hotel. Is that true? » Mais au-delà de la destination touristique, l'île occupe une position stratégique au cœur des Caraïbes, à proximité des routes maritimes reliant le golfe du Mexique, la côte est des États-Unis et le canal de Panama, des points de passage majeurs pour le commerce, mais aussi pour les trafics de drogue et autres activités illégales. L'idéologie, la politique intérieure, les intérêts économiques et stratégiques, on l'a vu, les motivations de Donald Trump sont multiples. La vraie question maintenant, c'est jusqu'où est-il prêt à aller ? D'abord, il y a le scénario le plus extrême, celui d'une intervention militaire. Depuis plusieurs mois, Donald Trump multiplie les déclarations sur sa volonté de prendre Cuba. Des propos qui alimentent les spéculations sur une possible intervention américaine. Ce qu'on peut voir, c'est une activation d'un dispositif militaire autour de Cuba. En réalité, Donald Trump a déjà déployé, il y a déjà un déploiement militaire dans la Caraïbe depuis l'été dernier. C'est un peu ce qui a précédé la capture de Nicolás Maduro au Venezuela, son enlèvement même, sous couvert de lutte contre le narcotrafic dans la zone des Caraïbes. Selon la BBC, 5 avions de surveillance et 3 drones américains survoleraient régulièrement la zone cubaine depuis le 11 mai. Militairement, le rapport de force est largement en faveur des États-Unis. Malgré l'acquisition récente de plusieurs centaines de drones, l'armée cubaine, composée d'environ 50 000 soldats, ne ferait absolument pas le poids face à la première puissance militaire mondiale dans une guerre conventionnelle. Pourtant, le régime cubain assure qu'il est prêt à résister. Y hemos desatado un plan de preparación para elevar la disposición para la defensa de nuestro pueblo en interés de la guerra de todo el pueblo, que es nuestra concepción de defensa, y que es una concepción defensiva, no agresiva. Même si Cuba ne pourrait probablement pas résister à une offensive américaine classique, plusieurs experts estiment qu'une invasion terrestre pourrait rapidement se transformer en une longue guerre de contre-insurrection. Donald Trump aurait d'ailleurs davantage à perdre qu'à gagner dans une intervention militaire. In the case of Iran, they realized that you can't force regime change from air raids, from the air. Did they learn that lesson? I don't know. Une autre hypothèse, ce serait un scénario comparable à celui du Venezuela. Après la capture de Nicolás Maduro, certains imaginent une opération visant Raúl Castro, le frère de Fidel Castro, toujours recherché par les États-Unis, ou alors l'actuel président cubain, Miguel Díaz-Canel. Mais là encore, les spécialistes restent prudents. This is not Venezuela. It's not one or two leaders that you can take out and find someone else to replace them willingly. It's a revolutionary government that's incredibly solidified, incredibly top-down and vertical. I don't think anybody cares about Miguel Díaz-Canel on the island or elsewhere. You know, he's a puppet, and he's not had any kind of strong presence in policy making. Mais il existe une troisième piste, beaucoup plus discrète. Le 14 mai 2026, pour la première fois, un directeur de la CIA, l'agence de renseignement américaine, s'est rendu à Cuba. Officiellement, aucune négociation n'a été annoncée, pourtant, des discussions seraient bien en cours entre Washington et la Havane. Parce qu'on le sait maintenant depuis des mois, il y a bel et bien des négociations entre Washington et la Havane. But these negotiations are not formalized. We're not talking. There's no negotiating table. There are no mediators. This is completely ad hoc and it's completely personal. Mais alors, avec qui les États-Unis discutent-ils réellement ? Une partie de la réponse pourrait se trouver du côté de la GAESA, le puissant conglomérat militaire cubain né dans les années 90.
Véritable État dans l'État, il contrôle une très grande partie des secteurs stratégiques de l'économie cubaine, du tourisme jusqu'aux infrastructures. Les interlocuteurs exacts restent inconnus, mais une chose est sûre, Washington continue de maintenir la pression. En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. En réalité, tout indique que l'administration Trump privilégie aujourd'hui une autre stratégie. Plutôt qu'une intervention directe, Washington semble miser sur un durcissement progressif des sanctions pour priver le régime de ses ressources et accentuer la crise. No, there won't be escalation. I don't think there needs to be. Look, the place is falling apart. It's a mess. Right now, it seems that Donald Trump launched a policy of trying to deny Cuban resources, the Cuban government resources, increasing sanctions, including on individuals and companies, all with the idea of forcing either a collapse of the government or some form of popular protest that would bring about the collapse of the government. Après des décennies de sanctions américaines, la colère d'une partie de la population se tourne aussi contre les autorités cubaines. Mais dans un pays où la contestation reste étroitement contrôlée et les opposants régulièrement emprisonnés, un soulèvement populaire demeure difficile à imaginer. There is a risk of basically this becoming a failed state. And worse, a failed state with pockets of criminality, particularly along the northern coast. Pour conclure, Donald Trump n'enverra peut-être jamais de troupes américaines à Cuba, mais il pourrait ne jamais en avoir besoin. Cuba est plus que jamais seul face à la prédation des États-Unis. À mesure que les sanctions se durcissent et que la crise s'aggrave, Washington semble miser sur une autre stratégie, pousser le régime cubain dans ses retranchements jusqu'à espérer qu'il s'effondre de lui-même. Reste à savoir si, comme il l'a fait à plusieurs reprises depuis plus de 60 ans, le pouvoir cubain parviendra une nouvelle fois à survivre.